Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je remercie aussi les organisateurs pour m'avoir invité. Vous savez, certaines personnes savent que mes origines sont ici, donc ça me fait toujours plaisir de venir en Tunisie. Quand Jamal m'a appelé pour me proposer cette présentation, j'ai accepté bien sûr tout de suite. Donc je remercie l'association franco-libanaise de pneumologie qui m'accompagne depuis à peu près 25 ans, mais avec beaucoup de gentillesse, et donc je vous remercie. Donc je vais parler de la lueur d'espoir dans le cadre des pneumopathies interstitielles diffuses. Donc voici ma diapositive de lien d'intérêt. Et donc, on a déjà discuté des classifications des pneumopathies interstitielles diffuses, et vous avez à gauche les pneumopathies interstitielles diffuses d'étiologie connue avec les causes médicamenteuses, les causes les pneumopathies d'hypersensibilité, les pneumoconioses et les connectivites. Et sur la droite, toutes les pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques, et notamment la fibrose pulmonaire idiopathique, la première d'entre elles, mais aussi les pneumopathies interstitielles non spécifiques qui sont fibrosantes, les autres sont peu fibrosantes. La sarcoïdose, on en a parlé, qui peut s'accompagner de fibrose. Et pour les PID particulières, on va peu en parler parce qu'il y a peu de fibrose finalement. Donc ce dont on va parler, c'est les progrès des 10 dernières années, notamment les avancées dans le diagnostic, parce que pour vous parler 20 minutes ou 30 minutes uniquement de traitement, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop, donc je voulais vraiment vous parler des avancées diagnostiques, parce que c'est vraiment la première étape de notre démarche clinique, les avancées dans le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique, et bien sûr les avancées, et on en a déjà un tout petit peu parlé, des avancées dans le traitement des pneumopathies interstitielles fibrosantes qui ne sont pas des FPI. Alors, la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est vraiment la première pneumopathie interstitielle idiopathique, la plus importante, et c'est vraiment la maladie mère dans toutes ces maladies. C'est une pneumopathie interstitielle progressive, fibrosante, d'étiologie inconnue, qui survient le plus souvent chez le sujet âgé, qui est limitée au poumon, il n'y a pas d'atteinte systémique, et qui est associée à un profil radiologique et histologique de pneumopathie interstitielle commune. Donc ce qui est important, c'est vraiment la différence pronostique sur le graphe, sur la figure de droite en bas à droite, entre la pneumopathie interstitielle, la fibrose pulmonaire idiopathique et toutes les autres pneumopathies interstitielles. Donc sur le plan de l'épidémiologie, c'est surtout une pathologie du sujet âgé. Vous savez qu'on parle de maladie rare parce que c'est une maladie dont l'incidence est inférieure à 50 pour 100 000, mais plus on avance dans l'âge, et moins c'est une maladie rare. Et vous voyez que dans les âges supérieurs à 65 ans, supérieurs à 75 ans, c'est plus une maladie rare, et on est de plus en plus confronté aujourd'hui dans notre pratique clinique à ces malades qui ont d'autant plus de difficultés à être pris en charge parce qu'ils sont fragiles. Donc c'est plus souvent des hommes, un sexe ratio 1,5 à 1,7, et plus souvent des fumeurs, mais pas exclusivement des fumeurs. Il y a 70-75% de fumeurs. Dans tous les essais thérapeutiques, vous avez quand même 20 à 25% de non-fumeurs. Et vous voyez qu'en France, la prévalence est 5500 cas, une incidence d'environ 1800 nouveaux cas par an. Dans l'histoire naturelle de la maladie, la médiane de survie est environ 3-4 ans. Vous voyez cette histoire naturelle qui est émaillée parfois d'exacerbations, et on va en reparler, mais le plus souvent, c'est une évolution lente. Sur la figure en haut à droite, vous avez le pronostic de la fibrose pulmonaire idiopathique, la survie à 5 ans, comparativement à tous les autres, tous les cancers. Et vous voyez que la fibrose pulmonaire idiopathique est plus grave que la majorité des cancers, sauf le cancer du poumon et le cancer du pancréas. Donc c'est vraiment une maladie très grave. Dans la figure en bas à droite, vous avez les causes de décès, et vous voyez que en bleu, ce sont les exacerbations aiguës. Il y a 40% d'exacerbations aiguës qui vont amener au décès du patient, qui vont aboutir au décès du patient. Sinon, le patient va décéder de son insuffisance respiratoire chronique terminale. Et en gris, vous avez la proportion de patients qui décèdent d'un cancer du poumon. Il y a un surrisque de cancer du poumon chez ces malades, et il y a 10% des malades qui vont décéder à l'occasion du cancer. Alors, les progrès, ça c'était avant 2000, puis après 2000, il y a eu de nouvelles recommandations, une réflexion un peu poussée sur ce qu'était la fibrose pulmonaire idiopathique et sur la classification des pneumopathies interstitielles. Donc c'est vraiment là l'année qui a fait que ça commençait à bouger.
Ça aboutit à plusieurs recommandations, et les dernières recommandations, on en a parlé, mais surtout, je voulais souligner le travail de la Société française de pneumologie, qui a publié cette année les nouvelles recommandations, peut-être déjà un petit peu dépassées, puisqu'il y a des recommandations internationales qui sont sorties récemment, mais en tout cas, ce sont des recommandations récentes. Et donc, ces recommandations, elles se sont appuyées sur 90% d'agréments des lecteurs, du groupe de lecture. Il y a des recommandations faibles ou conditionnelles, et lorsqu'on lit, nous proposons, lorsque les experts proposent une prise en charge particulière, diagnostique ou thérapeutique, et des recommandations fortes lorsqu'ils disent qu'ils recommandent fortement cette prise en charge. Bizarrement, mais comme dans toute maladie rare, le niveau d'évidence est toujours faible parce qu'il est difficile de faire des études dans ces maladies-là. Donc les avancées dans le diagnostic, c'est ce qu'on va voir dans la diapositive suivante, vraiment un algorithme diagnostique très bien structuré dans lequel il y a un interrogatoire un peu strict, un bilan biologique assez standardisé, et une classification radiologique dont on vient parler, et une classification histologique aussi qui va nous aider. Et on en a aussi déjà parlé, l'élément très très important, c'est cette discussion multidisciplinaire. Donc l'algorithme diagnostique, et je voulais vraiment insister là-dessus, c'est d'abord, on a une pneumopathie interstitielle fibrosante avec une fibrose pulmonaire idiopathique qu'on évoque. La première chose, avant même de regarder le scanner, d'analyser le scan, parce qu'on s'aperçoit parfois qu'en discussion multidisciplinaire, on met 10-15 minutes à regarder le scanner et puis on a oublié de rechercher les causes de la pathologie interstitielle. Et c'est vraiment dans le sens inverse qu'il faut aller. Il faut d'abord rechercher les causes, encore une fois par les expositions à l'interrogatoire, les médicaments, les expositions professionnelles et environnementales, et aussi par les bilans biologiques orientés notamment sur le bilan d'auto-immunité. Et une fois qu'on a fait cette démarche, là on rentre dans le cadre du tableau qu'on a vu tout à l'heure, que je vais vous remontrer, et c'est bien normal puisque ces topos se recoupent, sur la classification de l'aspect radiologique de pneumopathie interstitielle commune certaine, probable, indéterminée ou diagnostic alternatif, et l'aspect histologique qui est le parallèle de l'aspect radiologique. Alors, la chose la plus importante, et on l'a vu, vous avez une pneumopathie interstitielle commune certaine, des images qui prédominent aux bases en souple oral avec du rayon de miel. Encore une fois, la démarche, vous n'avez pas retrouvé de cause au préalable, et le diagnostic est fait, et il n'y a pas d'autre forme de procès, on va directement au diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique. Un petit focus sur la nécessité de faire la biopsie pulmonaire lorsqu'on n'a pas de pneumopathie interstitielle commune, et donc là on en a aussi un peu déjà parlé. Dans la nouveauté, il y a les nouveautés de modalités de biopsie pulmonaire. Et donc, théoriquement, on faisait, des biopsies pulmonaires chirurgicales avec un très très bon rendement, 93% quasiment, mais avec une morbimortalité non négligeable, avec une mortalité hospitalière notamment de 1,7%. Et sous l'impulsion notamment des équipes italiennes, a été développée une méthode de cryobiopsie pulmonaire par voie endoscopique qui n'est pas très très simple et qui a un rendement un peu moins important, mais surtout qui a une morbimortalité qui semble aussi moins importante, avec 0,7% de mortalité à 30 à 60 jours. Alors, dans les recommandations, il est très clair, il n'est pas question que chacun se mette à faire des cryobiopsies demain parce que le laboratoire viendrait nous vendre la cryosonde. Il faut vraiment laisser faire les centres experts, éventuellement rentrer dans des études, et une fois que les centres experts se seront bien fait la main, nous auront expliqué les tenants aboutissants, peut-être se mettre à les faire après une formation adéquate, mais certainement pas commencer sans bien encadrer ce geste-là. Et on arrive à ce tableau avec les deux entrées, l'aspect histopathologique en haut et l'aspect au scanner qui nous permet, en DMD, de poser un diagnostic, parfois assez simple lorsque les cases sont vertes ou rouges, et parfois plus difficile lorsqu'on est en jaune, avec un diagnostic de travail, ou lorsqu'on dit il faut vraiment le rediscuter, on ne sait pas le diagnostic. Et une chose très importante, c'est que finalement,
vous avez l'histopathologie en haut, mais la dernière colonne, c'est ce qui nous arrive quand même le plus souvent. Ce sont des malades âgés, ce sont des malades qui ont des comorbidités, ce sont des malades pour lesquels on a des difficultés à faire la biopsie pulmonaire, et très souvent, on n'a pas de biopsie pulmonaire pour raisonner chez ces patients. Non. Ça va. Alors, on en a aussi parlé. Vous avez l'aspect radiologique, on a vu, c'était sur à gauche, et vous avez l'aspect histopathologique. Et ça, c'est la concordance interobservateur. C'est une étude très intéressante, 70 cas qui ont été fournis à 7 équipes expertes dans le monde, dont l'hôpital Avicenne. Et les radiologues regardaient les scanners, on regardait s'il y avait une concordance interobservateur. Et la concordance interobservateur, elle est évaluée sur le kappa. Et un kappa supérieur à 0,6, c'est bon. Entre 0,4 et 0,6, c'est médiocre. Inférieur à 0,4, c'est très mauvais. Et vous voyez que pour la radiologie, je suis désolé pour les radiologues, quand vous leur donnez rien d'autre que l'imagerie, vous avez un kappa le plus souvent inférieur à 0,4. Pour l'histopathologie, c'est pareil. Vous fournissez que les lames aux anapathes, ils ont un kappa toujours inférieur à 0,4. Donc il y a vraiment une concordance interobservateur qui est mauvaise. Donc vraiment, il faut se mettre à plusieurs. Et ce papier avait vraiment appuyé sur le fait que quand on était en discussion multidisciplinaire, les dernières colonnes, là on améliorait notre kappa. Là on améliorait notre concordance interobservateur. Donc, dans l'algorithme diagnostique de la fibrose pulmonaire idiopathique, ce qui a été mis en exergue, c'est bien ces discussions multidisciplinaires. Ces discussions multidisciplinaires, vous le voyez, elles apparaissent à 2 niveaux. Elles apparaissent une fois qu'on a le scanner thoracique, pour classer le scanner thoracique, pour décider si on fait ou pas une biopsie pulmonaire chirurgicale, et elles apparaissent après la biopsie pulmonaire chirurgicale. Le mieux, c'est qu'il y ait plusieurs radiologues qui aient raisonné, le mieux, c'est qu'il y ait plusieurs anapathes qui aient raisonné. Et donc, vraiment, aujourd'hui, cette discussion multidisciplinaire, c'est le gold standard des diagnostics de pneumopathie interstitielle diffuse. Il faut qu'il y ait les cliniciens, les radiologues et les pathologistes tous ensemble. S'ils ne sont pas tous ensemble au même moment, c'est pas grave, il faut tous qui raisonnent ensemble sur les dossiers. Ça permet de réduire les imprécisions, justement, sur la concordance. Si vous mettez 2 radiologues ensemble, eh ben, ils vont se mettre d'accord, même si au départ ils ne sont pas d'accord, ils vont trancher, ils vont faire un consensus, ils vont dire il y a du rayon de miel ou il n'y en a pas. Et cette discussion multidisciplinaire permet de modifier le diagnostic dans plus de 20% des cas, donc c'est vraiment un apport très très important. Dans les pneumopathies interstitielles diffuses, c'est surtout important quand ce n'est pas une pique certaine, quand c'est une pique probable, indéterminée ou diagnostic alternatif, quand il y a une discordance entre la clinique, parce que le clinicien dit, je vous dis que c'est une fibrose pulmonaire, mais idiopathique, et le radiologue dit, moi ça me semble une pince. Donc là, il faut vraiment discuter tous ensemble, et surtout quand il n'y a pas d'histologie, et donc, dans la majorité des cas, il n'y a pas d'histologie, dans la majorité des cas, il va falloir discuter des dossiers. À l'issue de cette discussion multidisciplinaire, le plus souvent, on ne pose pas de diagnostic de certitude, et ça c'est très important comme message, c'est très important comme message pour le patient. On fait un diagnostic de probabilité qui peut être provisoire et qui va être révisé en fonction de l'évolution. C'est-à-dire qu'on peut avoir un aspect de pneumopathie interstitielle pour lequel on va dire que c'est une FPI, et que le malade sorte quelques mois ou quelques années après une sclérodermie, et ça sera une pite de sclérodermie, et ça c'est des choses qu'il faut vraiment réviser au fil du temps, et c'est très important comme message aux malades qui n'ont pas de diagnostic de certitude. Alors maintenant, les avancées thérapeutiques. Les avancées thérapeutiques, c'est aussi à partir des années 2000, et les années 2000, c'est vraiment le top départ de tous les essais thérapeutiques. C'est basé sur une révision de la physiopathologie. Au départ, on pensait que la fibrose pulmonaire idiopathique, c'était une maladie inflammatoire comme les autres. Puis finalement, on s'est aperçu que c'était une agression épithéliale. À la suite de cette agression épithéliale, il y avait une apoptose, il y avait un apport de fibroblastes, de myofibroblastes et une formation de collagène. Ça ressemble beaucoup à la physiopathologie de la sclérodermie, et c'est pas du tout une physiopathologie inflammatoire. Et d'ailleurs, alors que le traitement recommandé avant 2011, c'était la corticothérapie, je pense que on s'en souvient tous, et Immurel, on mettait tous nos malades sous corticoïdes et Immurel, et en fait,
on tuait malheureusement un peu plus nos malades avec ce traitement, mais individuellement, tout seul dans son coin, on était incapable de mettre en évidence, en dehors d'un essai thérapeutique bien conduit, ce qui a été fait avec l'essai Panthère. Donc vous voyez sur la figure à droite, vous avez les malades la mortalité et les malades qui ont le traitement combiné. Et il y avait une probabilité de mortalité plus importante sous traitement combiné que sous placebo. Donc, ça a été l'arrêt des traitements par corticoïdes et immunosuppresseurs des fibroses pulmonaires idiopathiques. Donc sont sortis par la suite les antifibrosants et 2 antifibrosants qui sont l'esbriette, la pyrphénidone qui a eu l'AMM en 2011, donc c'est assez récent, le nintédanib ou le FEV qui a eu l'AMM en 2014. Et pour ce qui est de la pyrphénidone, son modalité d'action sont peu connues. Ça ralentit la maladie. Vous avez sur la figure en haut à droite un ralentissement de la maladie avec une diminution de la CVF qui est moindre sous pyrphénidone que sous placebo. Hein, c'est environ 100 ml versus 200 ml sur 52 semaines. Les effets indésirables, ce sont des troubles digestifs, mais aussi de la photosensibilisation et des perturbations du bilan hépatique. Donc là, il y a eu une alerte l'année dernière sur des vraies perturbations du bilan hépatique, sur des hépatites très sévères, avec un arrêt des traitements assez fréquent chez ces malades. Donc il faut être indulgent. C'est difficile de traiter des malades qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique, même si on pense qu'on a le traitement qu'il leur faut. Pour ce qui est du nintédanib, on connaît un peu plus les modalités d'action. Inhibiteur de tyrosine kinase, VEGF, PDGF et FGF, donc vascular endothelial growth factor, platelet growth factor et fibroblast growth factor. Et il y a un ralentissement de la maladie de la même manière, une diminution de la CVF plutôt de 100 ml sous nintédanib et 200 ml sous placebo. Et les effets indésirables principaux, c'est quand même la diarrhée et les perturbations du bilan hépatique, avec une proportion de diarrhée non négligeable aux alentours de 50%. Donc vous voyez, les antifibrosants, c'est très bien, ça ralentit la maladie. Il y a des petites données sur l'amélioration de la survie, mais elles ne sont pas très solides. Mais ralentir une maladie, ce n'est pas l'améliorer, et donc ce n'est pas améliorer les symptômes. Les malades viennent avec une dyspnée, une toux, vous pouvez juste leur dire que vous allez ralentir leur maladie, mais que ces traitements-là ne seront pas des traitements qui vont franchement améliorer les symptômes. Un petit focus sur la symptomatologie, notamment sur la dyspnée. Vraiment l'élément le plus important pour la dyspnée quand les malades sont capables de l'avoir, c'est la réhabilitation respiratoire. Il faut vraiment insister là-dessus, sur la réhabilitation respiratoire et sur les exercices. Alors un nouvel espoir de cette année, de ce mois-ci, de ces 15 derniers jours, c'est un nouvel antifibrosant. Et donc, qui est paru, qui a été discuté à l'ATS, qui est paru dans le New England la semaine dernière. Et c'est un inhibiteur de phosphodiestérase 4, qui est aussi un produit Boehringer. Et c'est un essai de phase 2 exploratoire, avec ces deux analyses statistiques. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que ça m'a un peu échappé, c'est un peu difficile. Mais ce que vous pouvez constater, donc sur les figures, vous avez les patients qui sont sans antifibrosants et à droite, les patients avec antifibrosants. Donc il y a deux populations, sans antifibrosants, et ça ne marche pas, et avec antifibrosants. Et ce que vous constatez ici, c'est que c'est à 12 semaines, ce n'est pas à 52 semaines, et vous voyez la variation de CVF. Et ce que vous constatez, c'est que les malades sous traitement, là, ont une petite amélioration. Donc elle n'est pas significative, ils ont une stabilité de leur CVF, et ce n'est pas un ralentissement, là c'est une petite amélioration, une stabilisation. Donc il y a un gros espoir sur ce traitement. Vous voyez sur la figure de droite qu'il y a même une amélioration de la CVF au tout début du traitement. Et donc il y a quelques effets indésirables, des troubles digestifs peu importants, il n'y a pas d'effets indésirables graves, et donc il y a une phase 3 qui débute dans le monde, à laquelle on va participer à Paris-Saint-Joseph. Et donc, voilà, j'espère qu'on va pouvoir donner la petite lueur d'espoir supplémentaire à ces patients, plutôt qu'un ralentissement, un arrêt de la progression de la maladie. Bien sûr, vous savez que le traitement est le seul traitement qui peut guérir, entre guillemets, ces malades, c'est la transplantation. Ça, c'est une vieille étude, ça améliore la survie de ces malades, et je ne pouvais pas ne pas en parler. Maintenant, je vais vous parler rapidement
d'un événement très important. C'est l'événement qui m'a intéressé particulièrement dans cette maladie, c'est l'exacerbation. Je vous ai dit que 40% des malades décédaient au cours de cette exacerbation. Ces exacerbations surviennent soit de façon complètement spontanée idiopathique, soit elles sont déclenchées par un événement supplémentaire, c'est-à-dire une infection préalable, une chirurgie, et c'est l'apparition d'opacité en verre des polypes bilatérales supplémentaires avec une insuffisance respiratoire aiguë en moins d'un mois en général, avec une incidence de 5 à 10%, et une mortalité à 3 mois de supérieure à 50%, et comme je vous l'ai dit, une grosse proportion des malades qui vont décéder à l'occasion de cet événement. Aucun traitement n'a fait la preuve de son efficacité. Dans les recommandations, on nous demande de mettre des corticoïdes à forte dose. Il y avait un espoir sur les immunosuppresseurs parce que c'est une poussée inflammatoire dans le cadre d'une fibrose. Donc là, on s'est dit, peut-être les immunosuppresseurs fonctionnent. Le cyclophosphamide était testé, était tenté et était utilisé par environ 30% des équipes françaises, 20% des équipes dans le monde. Et donc, on a fait cette étude qui a été débutée en 2014, terminée en 2021, publiée en 2021, dans 35 centres français, 120 patients, et qui a été mise en exergue aussi à l'ATS, et qui a montré que finalement, le cyclophosphamide, non seulement il ne sauvait pas ces gens, mais en plus il y avait une petite surmortalité sous cyclophosphamide, avec à 3 mois, 45% de décès chez les patients sous cyclophosphamide en intention de traiter, versus 31% sous corticoïdes seuls. Tous les malades avaient une dose standardisée de corticoïdes. À droite, c'est l'étude per protocole, mais n'apporte pas grand-chose de plus. Donc on débute cette année une nouvelle étude. Avec le même groupe, on a obtenu un PHRC où on va comparer cette fois-ci non plus le cyclophosphamide, les corticoïdes à forte dose versus placebo. Le pape de l'exacerbation s'appelle Collard, il travaille à San Francisco et il a publié une série qui dit que, a priori, les corticoïdes pourraient être délétères, alors que dans les recommandations, il dit qu'il faut les utiliser. Il y a une série qu'il publie juste derrière qui dit que les corticoïdes sont peut-être délétères. Donc, il y a aujourd'hui vraiment la place de cette étude où on va comparer les corticoïdes au placebo et on va faire la mortalité à 1 mois et on a des données très très précises là-dessus sur la première étude. Un élément important, c'est qu'est-ce qu'il faut faire dans ces exacerbations. Vous savez qu'on se pose toujours la question de l'intensité thérapeutique. Est-ce qu'on met ces malades en réanimation? Est-ce qu'on intube ces malades? Les choses un peu nouvelles dans ces 10 dernières années, c'est que les séries précédentes montraient quasiment 100% de mortalité. Aujourd'hui, on a une moindre mortalité des fibroses pulmonaires qui sont en réanimation et une moindre mortalité probablement du fait des modifications de modalité de ventilation. On ventile les gens différemment, avec des plus petits volumes, avec une plus grande fréquence. Peut-être que c'est le fait de faire des traitements standardisés par des corticoïdes, ça on ne le sait toujours pas. Et surtout, on a amélioré le pronostic de ces malades parce qu'on transplante ces malades. Donc sur la figure en bas à droite, c'est une série française que des fibroses pulmonaires idiopathiques, des PINS fibrosantes, intubées ventilées. Et ceux qui sont sur la gauche entourés, c'est les survivants. Et les survivants sont ceux qui ont pu être transplantés, soit au moment de leur passage en réanimation, soit dans le mois suivant. Donc la transplantation, c'est vraiment une arme thérapeutique très importante pour ces malades. Ce qu'on a eu comme avancée, encore une fois, sur ces 10 dernières années, c'est cette transplantation en super urgence. Avant, les malades étaient classés et ils étaient sur liste d'attente. Par la suite, on s'est aperçu que certains malades nécessitaient des transplantations en super urgence et devaient être transplantés dans la semaine ou les 2 semaines après leur manifestation aiguë. Et donc, il y a une règle qui a été établie et depuis 2007, il y a des transplantations en super urgence qui ont sauvé la vie de patients en insuffisance respiratoire aiguë. Mais il fallait que les malades soient inscrits sur liste, qu'ils aient un bilan de pré-transplantation, et ça c'est le message très important. Toute fibrose pulmonaire idiopathique, toute pneumopathie interstitielle non spécifique fibrosante doit avoir un bilan pré-transplantation en fonction de son âge, mais ce n'est pas nous de le déterminer. En France, actuellement,
le plus vieux transplanté, il doit avoir plus de 70 ans, alors qu'il y a 10 ans, on ne transplantait pas au-delà de 60 ans. Donc il y a vraiment une évolution. Moi, je ne m'interdis rien. J'envoie à l'hôpital Marine-Anne Long qui transplante mes patients le malade, et c'est eux qui statuent. Moi, je ne me censure pas sur le malade, notamment entre 65 et 70 ans, il faut plus censurer, il faut vraiment voir les comorbidités, et c'est à eux de statuer. Et c'est grâce à ce bilan qu'en cas d'insuffisance respiratoire aiguë, même si la fonction respiratoire est bonne quand le malade fait le bilan, c'est grâce à ce bilan qu'il va pouvoir bénéficier de cette transplantation en super urgence. Donc c'est vraiment un message très important, c'est qu'il ne faut pas attendre pour faire le bilan pré-transplantation. Alors, très rapidement, on en a aussi un peu parlé, les autres pnéumopathies interstitielles fibrosantes, quid de leur traitement et qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté ces 10 dernières années. Excusez-moi. Et donc, je reprends la classification, j'ai parmi les PID particulières qui sont peu fibrosants. Le traitement de première intention de toutes les autres PID, c'est un arrêt des expositions, notamment lorsqu'il y a un médicament ou lorsqu'il y a une PHS, mais c'est le plus souvent des immunomodulateurs. Le traitement de première intention de toutes les autres PID qui ne sont pas des FPI, c'est les corticoïdes et les immunosuppresseurs. Sauf que il y a encore des malades qui progressent malgré ce traitement, malgré un traitement bien conduit. Et effectivement, vous en avez parlé, il y a des critères de progression qui ont évolué encore une fois il y a à peu près 3 semaines avec des nouvelles recommandations, parce qu'elles n'étaient pas toutes partagées et c'était discordant entre les équipes. Maintenant, il y a des recommandations internationales. Il faut qu'il y ait 2 critères sur 3 pour dire qu'il y a une aggravation. Parmi ces 3 critères, il y a la clinique, la radiologie et la fonction respiratoire. Dans la fonction respiratoire, pour dire qu'un malade progresse, il faut qu'il y ait une diminution absolue de la CVF de 5% de la théorique, c'est-à-dire passer de 60 à 55 par exemple, supérieure ou égale à 5%, et une diminution absolue de la DLCO supérieure à 10%. Concernant l'aggravation radiologique, je ne le détaille pas, mais progression des réticulations, nouvelles opacités envers des polis avec des DDB par traction, les aggravations des réticulations, du rayon de miel et de la perte de volume. Donc il faut qu'il y ait ces critères pour qu'on soit... Et ça, c'est vraiment des critères très importants, ce sont des recommandations très importantes, parce que c'est ce qui nourrit notre DMD. C'est par la DMD qu'on va pousser le radiologue dans ses retranchements et lui a dit, t'as vu, il y a cette réticulation qui est un peu supplémentaire, qu'on va faire rentrer notre malade dans les progresseurs ou pas. Et donc, la nouveauté dans le traitement, ben oui, aujourd'hui, c'est toujours issu des mêmes recommandations, c'est l'essai InBuild et c'est le nintédanib avec le traitement qui est proposé, encore une fois, dans ces recommandations, il n'est pas recommandé, il y a encore des trous dans la raquette. Le traitement par nintédanib est proposé malgré, lorsqu'il y a une fibrose progressive, malgré un traitement adéquat et non pas adéquat. Et donc, mais il faut des études supplémentaires parce qu'il faut étudier spécifiquement la sarcoïdose, il faut étudier spécifiquement les PINS fibrosantes, il faut étudier spécifiquement les PID de connectivite. Et pour l'instant, on n'a pas de données là-dessus, mais globalement, sur la totalité des malades inclus, effectivement, les malades sous nintédanib avaient une décroissance. Encore une fois, c'est un ralentissement de la maladie, avec une décroissance de la CVF moindre. Sur la pirfénidone, il y a aussi 2 études, mais les experts dans les recommandations n'ont pas retenu de proposition ni de recommandation. Ils ont recommandé de poursuivre les études sur la pirfénidone. Voilà. Donc en conclusion, les choses importantes, sur le plan diagnostic, la discussion multidisciplinaire est le gold standard de diagnostic des fibroses pulmonaires idiopathiques et de toutes les PID fibrosantes. Les antifibrosants sont le traitement de référence de la FPI. Les exacerbations aiguës, c'est un événement très grave avec 1/3 de décès. Le traitement de l'exacerbation est donc vraiment un enjeu important et on est content que cette étude française de nouveau puisse avoir lieu l'année prochaine pour une réponse, j'espère, d'ici 1 à 2 ans. Chez les patients éligibles, la transplantation pulmonaire et le traitement des FPI au stade terminal, elle peut être réalisée en super urgence, donc il faut absolument faire le bilan pré-transplantation avant. Et enfin, sur les PID fibrosantes non FPI, elles peuvent être traitées. On peut proposer un traitement par le nintédanib en cas de progression de la maladie sur des critères définis. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup Jean-Marc et les différents orateurs pour leurs excellentes présentations. Deux petites choses. La première chose, on vous invite à rester pour le symposium Boehringer qui va enchaîner juste après cette session, qui portera sur la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc on laissera la place au prochain modérateur. Alors il nous donne l'indulgence d'avoir 2-3 questions pour pas trop les retarder sur leur session. Donc je vois déjà une question. Est-ce qu'on a des micros dans la salle? S'il vous plaît, ouais, il y a ce monsieur. Je voudrais poser une question à Sibachir Louzir concernant la sarcoïdose. Sibachir, une question pour Sibachir. C'est plus simple. C'est pour vous la question. Sibachir, une question concernant la sarcoïdose. Vous avez projeté une diapositive où vous avez mis le profil évolutif en 6 éventualités. Dans la troisième, vous avez mis donc inflammation, traitement, puis amélioration, puis rechute ou bien une exacerbation, puis vous avez donc une stabilité, puis reprise. Donc dans la troisième situation, est-ce qu'il faut revenir à la corticothérapie après, par exemple, une amélioration de 2 ans ou une année? Il faut reprendre de nouveau la corticothérapie ou passer aux immunosuppresseurs, deuxième ou troisième ligne? La première question. La deuxième, concernant la complication infectieuse au cours de la sarcoïdose, je pense qu'il faut penser à la tuberculose aussi. Vous avez cité l'aspergillose, mais par expérience en Tunisie, moi j'ai beaucoup de complications chez des malades qui ont été traités pour tuberculose sous corticoïdes et qui ont fait des tuberculoses. Il faut penser à la tuberculose. Lorsqu'on cherche la tuberculose, généralement on la trouve lorsqu'il y a donc une aggravation ou bien donc des symptômes. L'atout, elle existe pour sarcoïdose ou pour tuberculose, l'amaigrissement pour fibrose ou pour sarcoïdose. Donc ils partagent un peu les mêmes signes cliniques. Merci pour la question. Merci. Alors, c'est par rapport au profil évolutif. C'était un schéma qui a été proposé par Dominique Valère, qui a imaginé un peu l'évolution des sarcoïdoses. Donc ce n'est pas des situations réelles cliniques, mais un profil évolutif pour avoir. Il y a des sarcoïdoses qui évoluent spontanément bien, d'autres qui s'arrêtent, l'autre il faut le traitement, il faut le reprendre. Alors pour répondre spécifiquement à votre question, quand vous donnez les corticoïdes et vous dégraissez, et si vous dégraissez lentement, et quand vous dégraissez à la fin, au bout de quelques mois, ça reprend. On peut remettre les corticoïdes, donc on peut passer même à un palier l'avant-dernier et maintenir, parce que souvent ça récidive à l'arrêt, c'est un peu ce profil-là. S'il y a échec, c'est-à-dire dès que vous dégraissez, ça reprend, il y a lieu de passer aux deuxième ligne, et il y a le méthotrexate, et il y a la troisième ligne. Donc là, c'est une démarche à faire par rapport au cas par cas, dans le cas de la sarcoïdose. Le tuberculose, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là où la nuance, faire attention, tuberculose, sarcoïdose, c'est le diagnostic différentiel. Je me pose aussi, il faut se poser la question avant de considérer sarcoïdose, si on n'était pas dans une tuberculose qu'on a donné des immunosuppresseurs. Ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect, il y a les sarcoïdoses avec une IDR positive, des authentiques sarcoïdoses. Et nous, dans un contexte tunisien de tuberculose endémique, il faut faire au moins une chimioprophylaxie, si ce n'est pas un traitement dans certains cas où il y a une hésitation diagnostique. Merci beaucoup. Oui, j'ai une question. Alors. Moi, ma question, très court, s'il vous plaît, merci. D'accord. Est-ce qu'on va, concernant la sarcoïdose, pour la faible proportion de patients qui ne répondent pas aux corticoïdes finalement, est-ce que vous êtes d'accord qu'on va vers une approche personnalisée avec les traitements émergents, les anti-TNF, les anti-JAK, les antifibrosants, et est-ce qu'il faut dans ce cas-là les repérer d'emblée? Quand ça ne marche pas, les corticoïdes, il y a première intention, deuxième intention. Donc quand ça ne marche pas, on associe les immunosuppresseurs en proposant en premier choix le méthotrexate. Et quand ça ne marche pas, c'est les anti-TNF. Mais je pense que vous voulez dire, lorsqu'il y a des éléments qui évoquent la progression entre guillemets et qui évoqueraient tels que la race, l'apparition de symptômes de façon précoce, etc.
On est vraiment c'est la discussion multidisciplinaire et vraiment, je crois que dans une sarcoïdose, on ne peut pas ne pas donner les corticoïdes de première intention, ça c'est clair. Après, Docteur Ghraïli, votre question? Docteur Nakache, peut-être il a des éléments à rajouter. Non, mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on peut mettre un immunosuppresseur d'emblée associé à des corticoïdes lorsqu'on a une comorbidité notamment importante, une obésité, un diabète et qu'on veut faire une corticothérapie la plus légère possible. Concernant la reprise des corticoïdes, entre 5 et 7,5 de corticoïdes par jour, on peut rester des années comme ça. Donc parfois, il vaut mieux ne pas arrêter et rester à 5 plutôt que d'être amené à mettre du méthotrexate ou des immunosuppresseurs. Bon, ma question, c'est dans le même sens. Dans la sarcoïdose, il faut avoir testé quels médicaments avant de retenir le caractère progressif et donner des antifibrosants. Déjà, par rapport aux études réelles, il y a eu l'essai INBUILD qui a intéressé 16 patients de sarcoïdose sur la totalité de la population. Ce qui est admis, clairement admis, la sarcoïdose, elle a un potentiel de réponse aux corticoïdes et aussi aux immunosuppresseurs avec en troisième ligne les anti-TNF. Donc, dans l'absolu, on ne peut pas considérer un processus fibrosant progressif de sarcoïdose sans avoir utilisé ces médicaments de première intention. C'est la définition même de la fibrose pulmonaire progressive. Sinon, on va tomber dans la facilité de donner des antifibrosants. Vous allez me dire que la sarcoïdose, elle se présente d'emblée à un stade 4 progressif avec des condensations. Je serai amené à donner un traitement immunosuppresseur, à faire un PET scan, voir s'il y a des lésions fraîches, évolutives, avec un potentiel régressif, en ayant une pensée assez portée sur les antifibrosants de manière un peu plus rapide. Les recommandations par rapport à la définition nous ont permis d'écourter, parce qu'on pensait qu'ils allaient vers les 2 années avec une réduction de 10% de la capacité vitale. Et en fait, on a le consensus maintenant, c'est 1 année avec un déficit de 5%. C'est peut-être, ça va inclure plus de patients pour les traitements antifibrosants. Plus que 2 questions, s'il vous plaît, oui. Une rapide, super rapide. Comme on est obligé de statuer pour les fibroses pulmonaires progressives, et parmi les critères, le volet radiologique. Alors, l'évaluation en termes de, on va dire, pour être pertinent, fixé, comment faire le volume, comment évaluer effectivement cette aggravation des bronchiectasies, etc. Mais il faut, pour qu'il n'y ait pas, on sait aussi qu'il y a aussi des différences interradiologues. Oui, tout à fait. Comme vient de le dire Dr Nakache, il faut être plusieurs. Et si on n'est pas plusieurs, et si on est riche, on a l'intelligence artificielle aussi pour nous aider, pour pouvoir apprécier de façon objective la progression des lésions, faire la part entre la fibrose. Bon, là c'est le verre dépoli et la part de lésions fibrosantes, mais sinon il y a des logiciels pour faire ça. Entre-temps, ce sont nos yeux qui nous diront s'il y a plus de verres dépolis, s'il y a plus de réticulation, s'il y a plus de rayons de miel. Est-ce qu'on est obligé d'émettre des pourcentages d'aggravation et à partir de quel cut-off on dirait il s'aggrave ou il s'aggrave pas? Non. Dans la définition de la progression radiologique, il n'y a pas de pourcentage. On fait confiance aux radiologues. Une dernière question. Oui, je voulais demander, est-ce que dans les fibroses post-Covid, au-delà de 1 an, est-ce qu'il y a des traitements à proposer quand ces fibroses sont importantes et handicapantes? Donc là, il y a un essai thérapeutique en cours. Alors sur la première vague, très sincèrement, on n'a pas beaucoup vu de fibrose. Et puis peut-être sur les vagues suivantes, on a plus vu des malades qui ont évolué avec des fibroses. Alors c'est peut-être l'effet de nos traitements corticoïdes aussi. Et donc on ne peut pas répondre à cette question. On peut juste dire qu'il y a des malades qui font des aggravations radiologiques et cliniques qui sont accessibles à la corticothérapie, qui ne sont pas franchement des fibroses. Et donc ça, il ne faut pas passer à côté. Il y a des malades qui s'aggravent à 1 mois après leur Covid, et ceux-là sont accessibles à la corticothérapie. Et concernant les antifibrosants sur des fibroses qui seraient évolutives post-Covid, il y a un essai thérapeutique français qui s'appelle Nintecor,
et qui va répondre à cette question, mais je ne sais pas quand. Pour l'instant, on peut rien dire. Il n'y avait pas quelque chose de sous-jacent en plus, et c'est l'importance d'avoir un scanner de référence. Merci à vous trois. Merci à vous trois pour ces 3 belles communications. Moi, je voudrais revenir sur la réalité du diagnostic, et vous avez tous répété la même chose, c'est la DMD. D'autant plus, en fait, comme tu l'as dit, Jean-Marc, les recommandations sont d'un faible niveau d'évidence. Les évidences de la maladie sont faibles et les recommandations sont très fortes grâce justement à la DMD. C'est pour ça que je me retourne un peu vers nous-mêmes en Tunisie, on va en parler tout à l'heure. Je pense qu'on peut ajouter un petit test à DMD pour que ce soit une DMD de spécialistes, d'experts, et que toutes les DMD doivent se rassembler autour de centres universitaires pour qu'on ait des références d'experts. Sinon, on risque de perdre la qualité, vu la difficulté de concordance diagnostique, mais aussi de reproductibilité du diagnostic, qui est encore plus dur que la concordance. Donc, je pense qu'il faut maintenir ce très haut niveau de DMD pour qu'on ait un bon niveau de diagnostic. Alors, moi, je me permets, j'ai une toute dernière question, et puis j'aimerais juste avoir votre avis sur vos stratégies respectives dans la prise en charge, justement, des atteintes interstitielles débutantes. Ce qu'on a vu dans le classement, effectivement, c'est quand même un sujet qui est assez compliqué, et qu'on a envie d'imaginer que si on prend en charge le plus tôt possible les patients, le mieux, eh bien, on pourra conserver leur fonction respiratoire. Alors, avec quand même beaucoup de challenges, notamment les pathologies interstitielles du tabagique, le poumon du sujet âgé, parce que c'est des patients qui sont et âgés et tabagiques. Et finalement, c'est également la catégorie des patients qui sont susceptibles de bénéficier d'une biopsie pulmonaire chirurgicale ou cryobiopsie. Donc, quelles sont vos stratégies respectives, justement, dans la sélection de ces patients et de leur qualification comme PIT débutante? Je vais passer la parole à Dr Nakache, mais vous parlez des ILAS, c'est ça? Alors, les ILAS en font partie. C'est un morphotype, on va dire scanographie, qui pourrait être en rapport avec une PID, mais qui sont généralement asymptomatiques. Mais ça va plutôt être souvent des patients qui vont venir de manière, enfin pour une autre raison. Une découverte fortuite. Et une découverte fortuite. Et on va commencer à décrire, comme disait Jean-Marc, des petites réticulations, un petit peu de verre dépoli. Quelle est votre stratégie dans la prise en charge de ces patients? Alors nous, ça nous arrive de les décrire et de les contrôler. De voir si y a un retentissement fonctionnel respiratoire et de les contrôler et de voir l'évolution. Mais pour revenir à la classification, ça a été enlevé de la nouvelle classification de 2022. Il y avait pas une case, mais un item pour les pics débutantes sous la forme de réticulation fine, sous-pleurale. Et dans la dernière classification, publication, ils ont été enlevés. Donc peut-être aussi pour ne pas pousser vers un traitement avant que les signes apparaissent. Et donc on traite des malades et pas des images, c'est ce qu'on nous a appris. Voilà. Juste, donc on rêve de facteurs pronostiques durs pour dire ce malade va progresser dès qu'on le voit. On sait qu'il y a 30 à 40% des ILA qui vont progresser. On rêve de ça dans toutes les maladies. Mais malheureusement, on ne l'a pas. Donc le meilleur élément pour dire qu'un malade va progresser, c'est de le surveiller, mais de près. Et donc, surtout de ne pas faire de choses agressives chez les patients âgés. Et donc vraiment, le maître mot, c'est la surveillance. C'est-à-dire que quand je découvre une PIT débutante à 70 ans, le malade est asymptomatique, ben, je le vois tous les 3 mois la première année, puis après on voit. Mais il n'y a que ça, il n'y a que cet élément qui est robuste pour dire il progresse, en croisant les doigts pour pas qu'il fasse une exacerbation. Ce qui est le plus souvent, c'est quand ils ne sont pas graves, ils font peu d'exacerbation. Donc c'est ce que je fais en pratique. Merci beaucoup, merci pour les 3 orateurs, vous avez été tous brillants. Et je voudrais dire un mot à mon ami Jean-Marc Nakache. Je suis très très contente de te voir en Tunisie, ton 2e pays. Dr Nakache m'a appris beaucoup de choses quand j'étais en stage. Dans son service à Avicenne, c'est quelqu'un de très brillant, en particulier en PID. Encore une fois, bienvenue et merci. On lève la séance et on passe au symposium animé par l'orateur et le professeur Lausier. Merci à vous.